blog 365 jeux en famille.com. Alors aujourd'hui, je reçois Priscilla, qui est directrice de Ludosens. Bonjour. Bonjour Priscilla. Alors voilà, je voulais savoir un peu ton parcours, parce qu'il est très intéressant. Et qu'est-ce qui t'a amené à être À créer Ludosens. Moi j'ai un parcours un peu atypique parce qu'à la base je travaillais dans le monde de la solidarité, surtout à l'étranger. Et ma petite fille a eu un diagnostic de trouble autistique quand elle avait 3 ans. Et j'ai choisi de la stimuler énormément par le jeu pour qu'elle sorte de son monde, qu'elle puisse rentrer dans les apprentissages scolaires et communiquer de manière la plus adaptée possible et la plus épanouissante possible pour elle-même. Et donc j'ai été assez convaincue du fait que l'utilisation du jeu était une clé en tant qu'approche thérapeutique, qu'il y avait des jeux qui pouvaient vraiment aider énormément les enfants quand ils sont utilisés de manière au bon moment en fonction du stade de développement de l'enfant. Donc je me suis inspirée de ce qui avait été mis en place autour de ma propre fille. Et puis aussi, je suis partie du constat que le matériel pédagogique, que ce soit pour le développement vers l'autonomie de l'enfant, que ce soit pour les apprentissages scolaires, était cher, que c'était quand même énormément, très chronophage pour les familles d'aller chercher le bon jeu au bon moment. Donc j'ai souhaité essayer de créer cette association, puisque Ludosens est une association, pour guider les parents, mais aussi les professionnels qui sont à la recherche de jeux adaptés, qui sont à la recherche d'outils pédagogiques spécialisés, adaptés, alternatifs, pour des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui n'apprennent pas comme les autres. Et puis on a développé une grande ludothèque numérique avec toujours les mêmes types de jeux, c'est-à-dire qu'on prête des jeux, donc toute une catégorie de jeux sur les habiletés sociales, les interactions, les scénarios sociaux, les émotions. Et énormément d'écoles sont en demande de ce type de jeu parce que finalement ça a été peu valorisé, l'expression des émotions, mais c'est ce qui permet une communication adaptée. Donc c'est pas forcément pour des enfants qui ont des troubles autistiques. Ça peut faciliter l'inclusion d'un enfant qui est porteur de troubles autistiques dans une classe, mais tous les enfants ont besoin de mieux reconnaître leurs émotions, de bien comprendre les émotions des autres, pour déjà se sentir à peu près lucide et en paix à l'intérieur de lui-même. Donc ces jeux sont vraiment importants. Et puis des jeux plus autour de la structuration de la pensée logique, de la rentrée dans les maths, donc des jeux qui vont vraiment favoriser l'organisation dans l'espace, l'organisation dans le temps, la numération, des jeux où il y a beaucoup de manipulation. Et donc ça c'est aussi des outils très précieux. Et enfin toute une catégorie de jeux plus sur la sensorialité, l'éveil sensoriel. Donc là c'est vraiment des jeux qui vont de 18 mois jusqu'à un âge avancé. Enfin, après ça peut être utilisé, je dirais même un adulte qui aurait besoin de mieux sentir son corps. Enfin il y a plein de choses à faire avec ce type de matériel. Et donc ce sont des outils qu'on peut retrouver chez Montessori, enfin voilà, parce que c'est l'appréhension du monde à travers les 5 sens, mais qu'on peut, voilà, qui sont disponibles donc à cette ludothèque. Donc ça va être des parcours de motricité, ça va être des balles, des kits de massage sensoriel, etc. C'est plein de choses nouvelles. Voilà, et on fait aussi des ateliers vraiment spécifiques sur le handicap. Pour des parents qui ont vraiment une demande. Et alors là, c'est très spécifique. C'est mon enfant a besoin de travailler sa motricité fine. Donc nous, on apporte du matériel autour de la motricité fine et on va donner des conseils aux parents pour qu'ils puissent continuer de le faire travailler à la maison. D'accord. Voilà. Merci. Je voulais revenir un peu sur ton parcours de parent, du coup, avec ta fille. Et un peu de savoir comment tu t'es débrouillée, comment tu en arrives aujourd'hui à cette expertise-là, là où, jeune parent, tu découvres le handicap de ta fille et quelle est cette force, comment tu as pu, voilà, j'imagine que tu
as été chercher des infos à droite, à gauche. Voilà. C'est un peu ça que j'aimerais bien. Oui, bien sûr. Alors, on s'est posé des questions quand ma fille a eu 2 ans parce que le langage tardait à venir. On compare toujours avec les autres enfants. Et puis, on se raccrochait à des détails. La caractéristique d'être autistique, c'est que c'est un handicap invisible. C'est-à-dire que le handicap ne se voit pas sur le visage. Je dis pas ça parce que c'est ma fille, mais ma fille a toujours été ravissante, très jolie, très souriante, donc on ne pouvait pas tellement se douter de quoi que ce soit, et c'est simplement le langage qui était un peu la clé pour se rendre compte qu'il y avait sans doute un souci. Donc on a eu le diagnostic et bon, il y a eu une phase de 6 mois, un peu un peu d'accueil du choc de la nouvelle, on va dire. Et puis j'ai mis en place une méthode à la maison qui s'appelle la méthode des 3 I, donc intensif, interactif et individuel. Cette méthode que tu avais découverte je m'étais renseignée, en fait, l'orthophoniste m'en avait parlé. Il y avait une famille à 10 minutes de là où j'habitais qui avait mis ça en place, donc j'étais allée voir une réunion chez cette famille-là. Enfin, j'étais allée cueillir les informations là où je pouvais les cueillir, je suis allée me former sur Paris. Mais souvent les parents, c'est souvent d'eux, enfin moi c'est vraiment ce dont je me suis aperçue pendant ces 10 dernières années, c'est que les parents qui sont concernés par une différence de leur enfant, quelle que soit la différence, ils sont portés par l'amour qu'ils ont pour leur enfant. Donc ils vont se dépasser. C'est un parcours de dépassement. Et souvent ça donne des personnes qui créent des choses. Et parce qu'elles se rendent compte de ce qui manque dans la société, et Dieu sait qu'il manque des choses, elles se rendent compte de tout un tas de problématiques que les autres ne voient pas, parce qu'ils ne vivent pas la chose de l'intérieur. Donc on ne peut pas soupçonner quand on n'est pas concerné, on ne sait pas trop, on est extérieur à tout ça. C'est le fait de le vivre qui fait qu'on se rend compte de toutes les lacunes, de tous les manques, de tout. Et dans le domaine de l'autisme, il se trouve que c'est encore plus flagrant qu'ailleurs, parce que la France a 40 ans de retard. Donc il y a tout un tas de choses qui manquent. Et donc, il faut être un peu pionnier, un peu avant-gardiste, parce que sinon, effectivement, la thérapie par le jeu, ça fait très très longtemps qu'aux États-Unis et au Canada, ils ont cette approche-là. En Suède, enfin voilà, c'est en Italie, même au Pays Basque espagnol, il y a vraiment une approche éducative. Alors qu'en France, on reste sur une approche sanitaire, c'est-à-dire que il y a encore des personnes, alors souvent des gens d'un certain âge, choses comme ça, qui vont utiliser les termes psychose infantile, ce qui est aberrant et on a l'impression de... Voilà, c'est affligeant de voir à quel point la France est en retard et à quel point il y a une méconnaissance. Alors ça commence à bouger, mais je dirais que c'est extrêmement récent. Il y a Joseph Chevanek qui fait des choses remarquables, qui est une personne autiste Asperger qui a plusieurs doctorats et qui est très médiatisé. Donc il parle beaucoup de l'autisme, il fait des choses extrêmement positives. Voilà, il y a quelques personnes comme ça qui vont avoir un impact extrêmement positif, vont commencer à en parler un peu plus. Mais le fossé est tellement énorme, enfin, il y a tellement eu de retard et tellement de choses inadaptées qui ont été faites, un tel gâchis humain pendant des années que... il y a énormément de choses à faire. Donc la thérapie par le jeu, ailleurs c'est une évidence, en France ça ne l'est pas. Donc il y a quelques... les parents, très souvent, ont des initiatives. Donc il y a tout un tas d'associations qui ont été créées, ou d'initiatives, ou de blogs, ou de méthodes, qui ont été créées par des parents. Et c'est par là que vient le changement. C'est pas par l'État ou par les institutions, c'est par les parents. Donc les parents créent des choses et ces structures, ces initiatives, ces idées, ces projets méritent vraiment, vraiment d'être mis en avant parce que ce sont des bouts de solution. Mis les uns à côté des autres, eh bien, on arrive petit à petit à avoir quelque chose de bien. Donc tu travaillais avec ta fille sur cette méthode, tu travaillais en parallèle avec des bénévoles qui venaient nous relayer et qui faisaient des séances de stimulation dans une salle de jeu aménagée.
Donc il y a eu une évaluation avec une psychologue qui a évalué les progrès de Noélie. Et quand on est arrivé en haut de l'échelle, où elle avait vraiment progressé le plus possible et où elle avait vraiment, où on était arrivé à une communication intéressante et adaptée, et bien on a arrêté la méthode. D'autant plus que d'autres choses peuvent prendre le relais. C'est-à-dire que la méthode a été très très adaptée à Noélie au début. Et puis après, c'est d'autres choses qui sont venues prendre le relais. Oui, parce que du coup, aujourd'hui, ta fille a 9 ans. Et elle est rescolarisée, elle est en CE2, elle est en milieu ordinaire. Et donc voilà. Et je continue à toujours beaucoup utiliser le jeu pour favoriser ne serait-ce que la progression dans les apprentissages scolaires ou ne serait-ce que des choses particulières qu'elle a besoin qu'elle a besoin de travailler. Et oui, ça reste un outil privilégié. Ouais. Et merci Priscilla. Et puis pour toute autre question, www.ludosens.com. Merci Priscilla, à bientôt. Au revoir.